En 2023, construit-on assez de logements pour répondre aux besoins des populations en France? L'immobilier est-il toujours accessible? Les taux d'intérêt en 2023 sont-ils compatibles avec l'ambition d'achat d'immobilier des ménages et des entreprises? L'inflation est-elle problématique pour l'investissement immobilier? Les jeunes ménages pourront-ils encore investir en France? De nombreuses questions essentielles auxquelles nous allons répondre avec l'économiste Philippe Narassiguin maintenant. Nous sommes donc heureux de vous retrouver avec Philippe Narassiguin, ce rendez-vous de l'économie régulier. Vous avez le plaisir de retrouver Philippe Narassiguin. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porlier. Alors nous abordons cette semaine une thématique, toujours dans ces grandes questions économiques contemporaines, les perspectives de l'immobilier en France en 2023 et l'accessibilité au logement, avec une première partie qui sera consacrée à la production de logements et à la hausse des taux d'intérêt. Alors nous allons de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous poser une première question sur cette perspective de production de logements en France. Alors effectivement, dans cette première partie, on va regarder l'état des lieux, si je puis dire, en matière de production de logements. Et puis on va voir aussi les questions liées au prix de ces logements. Alors si on prend un tableau, donc la source que j'ai retenue, c'est la BPCE, l'Observatoire, qui a fait une très belle étude avec des séries chronologiques de longue période. C'est-à-dire qu'on va effectivement de 2006 et en prévision jusqu'à 2023. 2022, évidemment, l'année n'était pas totalement clôturée. Bon, je suppose que ce sont des chiffres encore provisoires. Et puis, une vraie prévision pour l'année 2023. Ce qu'on remarque, c'est que la fourchette de production de logements, c'est de l'ordre de 350 000 à 400 000 logements, mis en chantier plus exactement par an. Et ce qu'il faut bien noter sur le tableau, vous le regardez lorsque vous allez sur la ligne variation, c'est que les accroissements ou la diminution d'une année sur l'autre varie en dents de scie. D'accord ? Et si vous regardez en longue période, vous verrez qu'il y a effectivement des chiffres positifs et négatifs. Et beaucoup de chiffres négatifs, par exemple 2007, 2018, 2008, par exemple, moins 18,5%, 2009, moins 13,2%. Par contre, un rebond en 2010, 19,4%, et puis ça repart à la baisse forte, moins 11,1% en 2012, moins 6, moins 5,8%, etc. Et là, ça repart un tout petit peu à la hausse en 2016, 8,5%, et en 2017 avec 17,7%, et ça repart par la suite dans le négatif, sauf pour l'année 2021. Donc, des mises en chantier qui sont vraiment irrégulières, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, effectivement, une petite question quand même, juste intermédiaire. Est-ce qu'on peut faire un lien ou est-ce qu'on peut corréler ça, effectivement, avec des périodes de crise importantes? Oui, alors, si effectivement on regarde les périodes de crise, 2007, on va dire 2012, crise des subprimes, où les taux d'intérêt n'ont pas encore fortement diminué, on peut dire que ça a un impact. Donc, ce qu'on a appelé la crise financière, plutôt les conséquences de la crise bancaire. Je rappelle que cette crise financière, c'est une crise bancaire avant tout. D'accord ? Donc, on peut effectivement faire une corrélation entre les crises et puis les diminutions de mise en chantier. Mais il ne faut pas oublier que aussi nous avons des budgets qui rétrécissent, des allocations de ressources qui se modifient au fil du temps. Par exemple, regardez et les ressources aussi des ménages privés qui diminuent. Par exemple, si vous regardez le locatif privé sur une ligne qui est là, si on peut voir le tableau, en locatif privé, vous avez en moyenne, si on prend 2006 au départ, 92 000 mises en chantier, d'accord, locatif privé. Et puis, on arrive peu à peu à une décroissance de l'ordre de 56, 52, 46 000. Donc, des mises en chantier moins importantes pour le logement privé. Le logement social, lui, évidemment, il est très important en France. Si on peut regarder bien le tableau, là, je crois qu'on va essayer de voir plus nettement, effectivement, le logement social. On peut aller vers des tendances assez régulières de l'ordre de 90 000 à 100 000. Donc vraiment,
l'année la plus basse, les années les plus basses, c'est plutôt 58 000 et 68 000 en 2006-2007. Sinon, c'est vraiment des mises en chantier relativement importantes. Voilà. Donc ça témoigne aussi d'une demande de logements sociaux de plus en plus importante. Tout à fait, mais ce que vous disiez est très, très intéressant parce que dans le logement locatif, dans le privé, on a aussi la contrainte de revenus. Ce qui fait que lorsque les revenus des ménages diminuent, notamment on a vu avec les phénomènes de chômage massif au fil du temps, les personnes ont moins de revenus et bien sûr empruntent moins. Donc ce qui évidemment a une conséquence directe sur la production de logements. Donc il y a effectivement un aspect macroéconomique lié à la crise financière, mais des aspects purement microéconomiques, si on peut dire, liés tout simplement à la contrainte de revenus. Les revenus des classes moyennes notamment stagnent ou diminuent, ou alors les classes moyennes sont au chômage, vont au chômage à cause des entreprises qui font faillite. Et là, les personnes n'ont plus de revenus, comme avant, comme auparavant. Et il y a toujours deux phénomènes en fait dans les crises. Il y a le phénomène, disons, ponctuel d'une crise, et puis le phénomène structurel qui est l'évolution des revenus. Alors vous, en tant qu'économiste, bien évidemment, vous vous intéressez aux séries chronologiques. Donc là, vous présentez une série chronologique avec des variations, des chiffres qui sont relatifs. Et on voit bien, finalement, ces vases communicants entre l'accession à la propriété, le logement social, le logement privé. Là, vous avez vraiment un tableau qui vous permet de comprendre un peu comment évolue la situation économique en France. Voilà, tout à fait. On voit la priorité quand même, c'est le logement social, parce que si on regarde les mises en chantier, le locatif social est très important par rapport au locatif privé. Et donc le locatif privé, naturellement, il est lié à la contrainte de revenus des ménages. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, en ce qui concerne les ventes immobilières, là, on a effectivement les chiffres de vente, promotion immobilière. Alors, quand on parle de production, on parle bien de la construction, des mises en chantier. Des mises en chantier, c'est la production immobilière. Là, effectivement, dans le tableau, dans le deuxième tableau numéro 2, on voit donc les ventes immobilières qui, là encore, sont en dents de scie avec des taux négatifs quand même très importants. Regardez, 123 000, 124 000, 76 000, tout d'un coup en flanche. On revient un peu à 100 000 et puis après 84 000, donc toujours moins 9, moins 15, etc. Donc beaucoup de chiffres négatifs. De temps en temps, un chiffre positif très important, 20,6 en 2015, 27,1 en 2016, et puis on retombe dans des chiffres négatifs. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier, en ce qui concerne les ventes immobilières, plusieurs critères. Il faut avoir en tête plusieurs critères. Laissons de côté la partie macroéconomique dont on vient de parler. Critères de contrainte de revenus, et on va en parler juste après, critères de contrainte de taux d'intérêt. Et donc, de solvabilité des ménages aussi, troisième critère. Revenus, taux d'intérêt, solvabilité des ménages. Voilà, les trois critères. Donc ça, on va y revenir dans la suite de cette émission. Il est évident que nous sommes là face finalement à un triptyque indissociable qui d'ailleurs est aujourd'hui traité en grande partie de façon algorithmique. Tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, on va voir par la suite les dossiers des ménages, qu'est-ce que ces dossiers deviennent au niveau des banques, et on va en parler rapidement. Alors, encore une fois, dans cette série chronologique, vous les avez présentés, et on voit des chiffres quand même très très étonnants. Moins 38% de variation donc, en 2008, plus 34% en 2009. Donc on voit quand même que ça s'équilibre. Il peut y avoir à un moment donné un choc, et effectivement... Tout à fait. Tout à fait. Donc, à un moment donné, il y a un rétrécissement des ventes, et puis à un moment donné, une contraction des ventes, et puis à un moment donné, ça repart à la hausse très très fortement. Alors évidemment, il y a toujours des décalages entre d'une part les mises en chantier, et puis après les ventes. Aussi. Oui, il y a forcément un délai. Il y a toujours un délai, donc effectivement, quand il y a énormément de logements qui sont réalisés, là, les ventes explosent, parce que les logements sont vraiment réalisés. Ça. Les travaux sont terminés, alors, tout simplement. On va justement aborder la question justement du prix de l'immobilier. C'est comment est-ce que finalement le prix de l'immobilier s'établit justement, on voit qu'il y a de la construction, des ventes, mais à un moment donné, il y a forcément un prix de marché qui ne sort pas de n'importe où, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce prix de l'immobilier et de l'accès Sur le long terme, il y a quand même des facteurs relativement défavorables. Je vais
j'ai pas calculé les moyennes, mais je l'ai fait à la main, hein, les moyennes que je vais vous donner pour ne pas surcharger les tableaux. Des facteurs défavorables parce qu'on voit que le coût de la construction a augmenté. Le coût de la construction augmente pour différentes raisons. Le prix des matériaux a peut-être augmenté, et puis aussi les normes de construction. De plus en plus de normes rigides, et alors avec la transition écologique dont on parle tant, il y aura peut-être encore plus de coûts à intégrer lorsqu'il y aura les nouveaux chantiers, ou peut-être même dès maintenant d'ailleurs. Il ne faut pas attendre les nouveaux chantiers parce que les normes sont déjà là, en grande partie. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2016, il y a vraiment une véritable rupture au niveau du prix au mètre carré de l'immobilier. Si on fait la moyenne, moi je l'ai fait à la main avec ma calculatrice, si on fait une moyenne 2006-2013 sur 8 ans, le prix au mètre carré est d'environ 3 500 euros au mètre carré. Donc 8 ans. Et si on fait la même moyenne pour 8 ans à partir de la fameuse date 2016. 2016-2023. 2023, je répète, c'est une prévision. Alors que 2022, ce sont les chiffres provisoires. La moyenne est de 4 200 euros au mètre carré. Ce qui signifie que là, il y a une explosion des prix, c'est-à-dire le prix au mètre carré, 700 euros de plus. Entre les deux périodes, ce qui est considérable. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui veut simplement 10 mètres carrés de plus, essayons de donner des images fortes en fait, qui veut simplement 10 mètres carrés de plus, doit payer 7 000 euros. C'est pas une petite somme. Alors, oui, voilà. Sachant, Philippe Narassiguin, dans une perspective microéconomique, on parle de revenus des ménages. Donc, ces revenus des ménages évoluent très peu en France aujourd'hui. Stein diminue et chômage massif. Il y a plusieurs critères, en fait, microéconomiques ou macroéconomiques d'ailleurs. Des prix de vente qui partent à la hausse. Ouais. Donc, finalement, les variables d'ajustement, comme vous le disiez, c'est la surface. La variable d'ajustement, c'est pour ça que, par exemple, dans les années 80, fin des années 80, on avait encore des appartements de T2 à 68-70 mètres carrés pour les T2, très grands appartements. Et aujourd'hui, un F3 fait 60 mètres carrés, 62 mètres carrés maximum. Avec des chambres de 9-10 mètres carrés. Ce ne sont pas véritablement des chambres d'ailleurs. C'est vraiment des endroits où on dort et puis on part, quoi. On ne reste pas. Alors, vous parliez du coût de la production, puisque aujourd'hui il faut de la construction. Ouais. Donc, pour produire une offre de logement, il faut les construire. Donc, les matériaux sont plus chers, etc. Donc, forcément, ça a un impact sur le prix final. Est-ce que ça, c'est une tendance qui va perdurer? Est-ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on se resitue un peu dans le temps. Ce qu'on peut regretter, c'est l'absence de stratégie en matière immobilière et en matière économique en général en France. C'est-à-dire que quand on regarde un certain nombre de reportages qui sont faits dans d'autres pays, on a des innovations technologiques majeures qui permettent de faire des logements à bas prix. Donc ça s'appelle le low cost en réalité. Et force est de constater qu'en France, on est loin de ces tendances low cost, de ces innovations technologiques qui font vraiment l'objet de véritables chantiers, pour notamment le logement social ou autre, et qu'on n'a pas pu définir une stratégie immobilière claire de construction, en matière de construction, de la filière construction, bâtiment et construction, et que effectivement on se retrouve coincé dans des prix qui explosent au mètre carré, et le prix du logement global, lui aussi, est de plus en plus important, avec des surfaces beaucoup plus réduites. Donc on a plusieurs types de contraintes en matière de logement, et pour les propriétaires, évidemment, ces logements deviennent de plus en plus inaccessibles, si je puis dire. Au niveau sociologique, ce qu'il ne faut pas oublier, il y avait des personnes qui parlaient de la sociologie des jeunes aujourd'hui. On a observé, par exemple, je crois que c'est l'INSEE qui faisait une étude là-dessus, que les jeunes de 25-26 ans restent de plus en plus chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas de logement. Ils ne peuvent pas acquérir de logement. Et même, souvent, les loyers sont chers, notamment dans les grandes villes, par exemple. Donc, vous voyez qu'on se trouve là face à un ensemble de contraintes qu'il faudra desserrer. Si on veut que le logement diminue, le poids du logement, que ce soit en termes de loyer ou d'acquisition, le poids du logement diminue fortement dans les dépenses. Dans le budget des ménages. Alors, dans les budgets en ce qui concerne les loyers,
Et en ce qui concerne l'acquisition, c'est dans évidemment les prix d'acquisition. Alors les prix d'acquisition, on le disait en introduction ou dans la présentation, ça concerne bien évidemment les ménages, mais ça concerne les entreprises aussi. Ça concerne les entreprises. Automatiquement, une entreprise qui veut s'installer même en bordure de la ville, dans des zones industrielles, etc., est confrontée au même problème. Notamment, je pense aux artisans, petites PME, petites TPE, qui ont même des problèmes à payer le loyer en fin de mois, qui se retrouvent coincés sur ces questions-là. Parce qu'on parle aujourd'hui, parce que c'est conjoncturel, du prix de l'électricité qui a explosé. Mais il y a aussi la contrainte des loyers. Alors, Philippe Narassiguin, bien évidemment, le prix, c'est une chose, mais pour accéder à l'achat d'un logement, on peut obtenir des crédits. Alors, ces questions des crédits à l'habitat, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ces crédits à l'habitat, on va dire que globalement, ils ont augmenté. En variation d'encours, vous voyez que c'est toujours relativement positif. Mais alors, regardez la variation d'encours, 2006. Donc vous pourriez définir ce que c'est alors, la variation d'encours, vous avez comment dirais-je, en milliards d'euros, c'est-à-dire entre 2 années, quelle est la variation d'encours, entre 2 dates en quelque sorte. Est-ce que si je produis 100, est-ce que ce sera 120? Donc la variation d'encours, c'est 120 moins 100, ça fait 20 milliards de plus. Donc ça, c'est la variation d'encours. Et puis, la variation d'encours en pourcentage, évidemment, l'augmentation entre les 2 dates. Le taux d'accroissement, si vous voulez. Ou le taux de diminution. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de diminution des crédits. Sauf que, c'est étonnant d'ailleurs. Alors c'est étonnant, sauf que, par exemple, on remarque que dans la période de crise financière à partir de 2013, quand la Banque Centrale Européenne baisse massivement ses taux, j'avais lu des études là-dessus, il y avait le tiers des crédits pendant quelques années, entre 20% et le tiers des crédits, qui était consacré au rachat de crédit. Donc, puisque les personnes avaient emprunté à 7% ou à 8%, et donc là, elles pouvaient emprunter à 1,2 ou 1,3%. Donc, il y a eu une part vraiment importante de rachat de crédit. Voilà. Et deuxième point aussi, c'est que vous voyez que le montant est quand même, la variation d'encours est quand même relativement élevée, et puis effectivement, on peut dire que on a des accroissements significatifs quand même au niveau des encours. Oui, mais il ne faut pas oublier que les prix augmentent aussi. Donc, si les prix augmentent, le montant moyen des crédits contractés sera plus élevé. Vous voyez, c'est aussi le problème de l'acquisition de logements. C'est-à-dire on n'a pas le même prix aujourd'hui qu'il y a 40 ans, par exemple. Oui. Et ce n'est pas pour démoraliser les personnes, mais quand on a en moyenne, sur 8 ans, si on prend la longue période, un prix moyen qui passe de 3500 m² entre 2006 et 2013 et 4200 € mètre carré entre 2016 et 2023, c'est très significatif. Donc on peut dire que le prix au mètre carré a véritablement explosé. Donc les crédits sont le montant des crédits contractés par maison, par logement, par appartement, comme vous voulez, mais ce montant de crédit, il a augmenté. Ce qui explique effectivement que là, vous voyez qu'il n'y a pas de chiffre négatif dans les encours. Mais ce n'est pas parce que le montant est moins cher, c'est parce qu'il est plus cher en fait. Pour parler simplement, si pour acheter un studio, il fallait 70 000 €, maintenant il faut 90 000 € ou plus, par exemple. Donc là, vous voyez, l'écart est quand même plus important pour le même studio, pour le même nombre de mètres carrés, etc. Donc, derrière les chiffres, il faut pouvoir les interpréter. Je dis ça parce qu'on est à l'université. Donc, si on faisait un cours d'économie, on dirait aux étudiants, mais pourquoi les pourcentages sont négatifs si on revient au tableau précédent? Et que les taux d'intérêt, voilà. Regardez là, pourcentage toujours très négatif dans les ventes immobilières. Et pourquoi finalement les encours les encours ne diminuent jamais? La réponse, elle est dans tous les chiffres qu'on a présentés. Et bien sûr, l'analyse, c'est quoi? C'est de dire, attention, les prix ont augmenté. Donc là... Donc on a quand même, depuis 2006, on a plus que doublé... dans les villes, et puis dans les villes moyennes et importantes, les prix ont explosé. Les prix ont explosé. Et c'est pas pour autant, justement, que les gens, ils ont des appartements, des studios beaucoup plus grands. Même souvent, c'est des appartements ou des studios beaucoup plus petits.
Alors, ces crédits, on le sait tous, lorsqu'on souhaite obtenir un crédit, qu'on est un ménage ou pour les entreprises la même chose, il y a ce que l'on appelle les taux d'intérêt. Alors, comment effectivement est-ce qu'on peut faire le lien entre eh bien, cette possibilité d'accès à l'immobilier, les taux d'intérêt, et comment est-ce que tout cela est régulé? Alors, les taux d'intérêt, comme tous les taux d'intérêt des banques commerciales, que ce soit pour les crédits d'équipement, les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, il y a 3 types de crédits, dépendent de la politique monétaire. La politique monétaire, c'est la banque centrale qui fixe le cadre de la politique monétaire et notamment détermine le taux d'intérêt directeur. Nous avons fait même un MOOC, un cours très complet sur la monnaie, le financement de l'économie, les banques centrales en 2020. Bon. Et effectivement, jusqu'à présent, le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, pour la raison de la crise bancaire de 2007, on a continué à faire des politiques monétaires non conventionnellement pas. Là, c'est un webinaire qui n'est pas du tout consacré à la banque, bien sûr. Et donc, le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne était de 0%. Qu'est-ce que cela veut dire pratiquement? Cela veut dire que les banques commerciales ont acheté leur argent jusqu'à présent à 0%, jusqu'à très récemment d'ailleurs. Depuis 2014, fin 2014, c'était à 0,05 et puis après c'est passé à 0%. Donc pendant des années, les banques commerciales ont acheté de l'argent gratuitement. Gratuitement. À la ressource, zéro. Coût d'acquisition de la ressource, 0%. Et donc, les banques commerciales ont agi dans deux sens. Elles ont fait des produits d'appel, parce que c'est des crédits quand même qui se déroulent sur 20-25 ans, des taux d'intérêt d'appel, c'est un peu comme vous entrez dans une grande surface, on dit toujours des produits d'appel. Qu'est-ce qui va vous interpeller, susciter le regard en quelque sorte. Donc elles ont fait des taux très bas en matière immobilière, parce que c'est sur un très long terme. Et puis pour les crédits conso, c'était toujours 5-6%, crédits personnels, etc. Et n'en parlons plus pour les crédits de trésorerie, mais là, on n'en parle pas. C'est beaucoup plus important. Et là, effectivement, avec tous les événements qu'il y a eu, avec l'inflation, pour réduire l'inflation, les banques centrales, juste je décris le mécanisme, pourquoi effectivement il y a un lien entre les taux d'intérêt des banques commerciales et l'inflation. Lorsque la banque centrale augmente significativement son taux d'intérêt, vous vous rendez compte, là on est à 3, donc on est passé de 0 à 3, les banques commerciales vont prêter à beaucoup plus que 3. Un très très bon client, il va avoir 3,1, 3,2. 3,5 dans le meilleur des cas. Bon. Disons en moyenne, par exemple. Et cela va réduire le nombre de ménages qui font des crédits. Parce que le coût du crédit devient très important. On va le voir juste après avec deux exemples. Le coût du crédit devenant très important, les ménages se retirent du marché de l'immobilier, déposent des dossiers, ces dossiers seront rejetés, et on a une contraction, bien sûr, ou une diminution de la demande de crédit. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'encours de crédit. L'encours de crédit, c'est pas simplement, on en a parlé juste avant, l'encours de crédit, c'est-à-dire qu'il y a une diminution du nombre de ménages qui peuvent emprunter à la banque. C'est ça qu'il faut regarder. Parce que l'encours de crédit, il cache beaucoup de réalités qui sont souvent malheureuses, c'est-à-dire que le prix a augmenté, donc le montant du crédit, il est beaucoup plus important. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'ensemble d'acquisitions, logement, crédit à la consommation, crédit d'équipement pour les entreprises, les entrepreneurs empruntent moins, réduisent les achats, les ménages réduisent les emprunts pour les biens de consommation, pour acquérir un bien de consommation, ou une voiture. Et cela se répercute sur l'économie parce que lorsque la demande diminue fortement, la demande pour les biens d'équipement, consommation immobilier diminue fortement, que font les chefs d'entreprise? Ils diminuent leurs prix. Ils sont bien obligés de baisser les prix. La demande diminuant très fortement. C'est la loi de l'offre et de la demande tout simplement qu'on a en économie. Oui, c'est-à-dire que le raisonnement, si on pousse le raisonnement un petit peu à l'extrême, c'est-à-dire qu'ils peuvent baisser les prix jusqu'à un certain il faut bien cap. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut forcément qu'ils fassent un minimum, le fameux, même s'ils ne font pas de bénéfices, un minimum qui rembourse effectivement et qui puisse payer l'ensemble des charges. Payer l'ensemble des charges, etc. Et qu'ils essaient quand même de maintenir la tête hors de l'eau, c'est-à-dire de faire un petit bénéfice à la fin de l'année. Voilà. Donc là, on est dans une période inflationniste. Donc on le voit, vous le disiez, des taux d'intérêt qui étaient très très bas.
aujourd'hui qui sont en train de monter et Et qui ne s'arrêtent pas de monter. c'est pas fini d'ailleurs, on verra. Voilà. Donc ce fameux taux directeur de la BCE, actuellement pour notre zone, effectivement, il a quel intérêt? Pourquoi monter ces taux d'intérêt? Alors effectivement, il y a de l'inflation, ça on le comprend, mais jusqu'où effectivement la BCE peut monter les taux d'intérêt pour ne pas mettre en péril la dynamique économique? C'est le gros problème. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai lu énormément d'articles sur la relation taux d'intérêt et taux d'inflation. Je crois que c'était Paul Volcker en 1979, on était dans une période de très forte inflation. Pour briser l'inflation, il pensait qu'il fallait augmenter le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale américaine, Federal Reserve System, de passer de 5% à 6%. Et Paul Volcker me dit, mais je me suis trompé parce qu'il a fallu, pour casser l'économie, pour casser la croissance, il a fallu que j'augmente le taux d'intérêt directeur à 17%. D'accord. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans la période des années, on a oublié ça en France, la période des années 80, fin des années 80, mécanisme pour un moment donné où pour enrayer casser, début des années 80 où on a augmenté nos taux d'intérêt directeurs, les taux d'intérêt directeurs sont restés très élevés, très très haut. et donc les taux d'intérêt des banques commerciales étaient très élevés. Néanmoins, dans cette période, on va toujours me dire, mais oui, mais pourquoi finalement les deux périodes ne sont pas pareilles? Les deux périodes ne sont pas pareilles parce que, par exemple, si on prend les sociétés européennes en général, l'économie européenne en général, et si on ramène à l'économie française, la population active au travail était énorme, considérable. Cette population avait des revenus, était solvable. Les dossiers n'étaient pas rejetés par les banques, et puis les salaires étaient relativement bien indexés sur l'inflation. Donc, finalement, au fond, il n'y a pas eu de chute forte, dramatique, si on peut dire, de l'investissement, d'acquisition de logements. Il y a eu un peu, on a diminué un peu les achats, mais ça n'a pas mis en péril pendant des années et des années l'activité économique. Tandis que là, vous voyez que effectivement, la question peut se poser. Là, vous voyez qu'une variation minime du taux d'intérêt directeur, finalement, par rapport à ce que nous avons connu des années 80, peut provoquer des drames, une cascade de faillites, éventuellement, d'entreprises, des ménages qui n'ont plus les moyens d'emprunter, tout simplement parce que notre économie, par exemple en France, s'est affaiblie. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit auparavant, mais c'est affaibli. Effectivement, vous avez c'est affaibli. C'est affaibli. Le chômage massif, désindustrialisation, etc. Enfin, tous ces facteurs, on les connaît. Mais c'est vrai que quelqu'un, un étudiant, peut dire, oui, mais pourquoi les deux périodes sont différentes? Alors, pour avancer, parce que effectivement, nous avons... Donc, rapidement, pour avancer, regardez ce qui était le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale européenne était de 0% pendant plus de 8 ans, et même avant, il était très faible. Un emprunt de 200 000 euros à un taux de 1,2% avec une durée de remboursement de 20 ans, donc 240 mois, cela donne les résultats suivants. Mensualité 938 euros, coût total du crédit 25 058 euros. Calculé bien sûr hors assurance. Là, on est dans le réel. La Banque centrale augmente considérablement son taux d'intérêt directeur. Et prenons un taux d'intérêt de 3,79. Je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, le taux d'usure de la Banque centrale est de 3,79. Il passe à 4 demain. C'est le taux maximum auquel les banques ont le droit de prêter de l'argent. Donc dès demain, les banques pourront prêter de l'argent, pour celui qui nous regarde, le grand public, à 4%. Et puis ça peut arriver à 5% aussi. D'accord, donc ça c'est vraiment cadré, il y a une limite supérieure, si on peut dire, dans les taux La Banque de France met toujours des taux d'usure pour différents types de crédits. Pour les crédits immobiliers, jusqu'à présent c'est 3,79 et dès demain ce sera 4. 4%, ce qui est considérable, et vous allez nous présenter cette... Déjà, si on prend à moins de 4%, on reste aussi à l'exemple d'aujourd'hui. Avec un taux d'intérêt de 3,79, pour un emprunt de 200 000 euros, on a donc un montant de la mensualité de 1 190 euros et un coût total du crédit de 85 586 euros. Ce qui fait donc un mois, évidemment, différence entre la période précédente et la période nouvelle. La période précédente, c'était l'an dernier encore, il ne faut pas oublier. Donc, ce n'était pas un an, c'était quelques mois. Il y a quelques mois encore, mensualité de 152 euros, donc soit 3 000 euros sur 12 mois, 3 024 euros sur 12 mois. Et le coût du crédit, d'accord, la différence entre les deux coûts du crédit,
qui est considérable sur 20 ans, 78 896 euros. Quand on prend 3 000 euros, c'est considérable. Ce sont les gens qui ne peuvent plus aller en vacances, par exemple, qui ne peuvent plus se payer des choses auxquelles les désirs, si vous voulez, que ces ménages ont, de voyager, d'acheter une nouvelle télévision, une nouvelle voiture peut-être, etc. Donc là, effectivement, on sent vraiment l'augmentation des taux au niveau microéconomique. Donc l'augmentation des taux va avoir pour chaque ménage. Un impact considérable sur le budget des ménages. Sur le budget des ménages. Forcément, il va falloir diminuer ailleurs, puisque les revenus n'évoluent pas au rythme de l'inflation. Tout à fait, donc on aura une diminution du niveau de vie de la population, ce qui était déjà là d'ailleurs. Ce qui était annoncé, on le sait. Maintenant, la prise de conscience, est-ce qu'elle est là? Elle va venir vite, effectivement, avec cette possibilité d'accéder au crédit. Ouais. Toujours est-il que là, on voit bien cet exemple, effectivement, les différences, sur finalement un taux qui paraît pas, la différentielle de taux paraît pas aussi important que ça, puisqu'il est de 2,59, pardon. Donc c'est vrai qu'on dit 2,59 d'écart, c'est pas finalement énorme. Et au final, on voit les conséquences sur 20 ans. Sur 20 ans, 80 000 euros de plus, c'est pas mal. Et même sur une année, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment ramener à l'année. À l'année, ça fait quand même... pour un ménage, 3 000 euros, c'est ne pas pouvoir payer des vacances à ses enfants, par exemple, ne pas pouvoir voyager, ne pas profiter un petit peu de la vie. Donc, c'est relativement considérable. Alors, Philippe Narassiguin, je vous propose d'en rester là pour cette première partie. Nous donnons rendez-vous pour la deuxième partie de cette causerie consacrée aux perspectives de l'immobilier en France. On va poursuivre ce débat, l'approfondir dans une deuxième partie qui viendra donc dans la suite de cette émission. Donc à très bientôt.